Bonjour Monsieur le Recteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite question un peu de circonstance. On a des coupures d'eau dans la zone d'Mbeni, Petite Terre, Koungou, Mamoudzou, qui sont extrêmement nombreuses ces derniers jours. Ce n'est pas sans conséquence pour les établissements scolaires. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau est coupée ? Alors on essaye de tenir le plus longtemps possible sans eau, c'est-à-dire en moyenne 4 heures. Et au-delà de 4 heures sans remise en circuit du réseau d'eau, nous sommes tenus d'organiser une évacuation des élèves pour des raisons d'hygiène, tout simplement, dans la mesure où les toilettes, par exemple, ne sont plus alimentées. Donc ça veut dire qu'au bout de 4 heures, s'il n'y a pas d'eau depuis le matin, ça veut dire qu'à midi, les élèves plutôt, sont libérés, que ce soit de la maternelle jusqu'à la terminale, voire BTS et autres. Alors nous essayons d'avoir le moins d'incidence possible sur les établissements, mais effectivement nous devons réorganiser un retour à la maison, en accord avec les transporteurs aussi, pour ne pas laisser les élèves dans la rue. Et nous essayons de travailler d'ailleurs à la mise en place de récupérateurs d'eau pour avoir un circuit parallèle qui permettrait aux établissements d'avoir une durée d'autonomie un petit peu plus longue. Mais il y a des problèmes de règles. Mais il y a un petit problème de réglementation qu'il convient d'essayer de lever, en tout cas d'adapter à la situation. Donc je suppose que vous êtes en contact avec les services de la DEAL à cette fin. Eh bien, on est et pas que, dans la mesure où il y a l'ARS aussi qui contrôle la qualité et qui est garante aussi de ces dispositifs. Alors, monsieur le recteur, j'ai plein de questions à vous poser. Ces derniers jours, beaucoup de violences dans les établissements scolaires. Le lycée de Zoumonier, hier, le lycée de la Cité du Nord à Aqua, avant-hier ou en fin de semaine dernière, le collège de Koualé. Et on le voit, à chaque fois, ce sont des problèmes de bandes rivales qui ont des problèmes à l'extérieur des établissements scolaires, évidemment. Et puis, les tensions entre les jeunes à l'extérieur porte dans les établissements. Il y a des bagarres, il y a des coups de pierre qui sont donnés, il y a aussi des coups de couteau. Comment on fait quand on est à la tête des établissements scolaires de Mayotte pour gérer ce genre de situation ? Alors dans un premier temps, je voudrais quand même saluer les enseignants et leur assurer de mon soutien face à cette situation, puisque c'est une situation assez angoissante pour les enseignants, les équipes de direction, mais c'est aussi une situation très angoissante pour les élèves et leurs familles. Bien sûr. On a cette problématique donc, qui n'est pas dépendante de l'éducation nationale, comme vous venez de le dire, mais plutôt d'un système de sécurité publique pour lesquels nous travaillons en étroite relation avec la gendarmerie, et je tiens à le saluer. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution, je crois, collective avec les élus, les parents et l'ensemble des services de l'État. Cette situation de violence sur les transports ou d'insécurité dans les transports n'est pas acceptable à long terme et elle nuit tout simplement à l'image de Mayotte et aussi aux bonnes conditions d'apprentissage des élèves. Autre sujet, vous étiez à Paris en fin de semaine dernière pour une réunion de recteurs, donc, qui est quelque chose de régulier, mais également pour faire un premier bilan, puisque vous avez pris vos fonctions en début d'année, de faire un premier bilan de vos 3 premiers mois à la tête des établissements scolaires de Mayotte. Qu'est-ce que vous avez demandé à Pape Ndiaye ? Alors, ce n'est pas le ministre en personne, mais c'est bien l'ensemble des services de l'État, donc de faire un petit point sur notre dotation budgétaire, tout simplement pour essayer de bien fonctionner, mais aussi sur notre degré de liberté d'organisation pédagogique au regard d'un diagnostic que nous avons porté collectivement au niveau de l'académie. À savoir une diversité d'élèves, des très bons élèves, comme vous accueillez aujourd'hui sur le plateau, et puis aussi en tant que spectateur. Et à l'image, je dirais, de Mayotte, il y a un contraste très fort entre des jeunes qui sont très engagés, très volontaires, très dynamiques et en réussite, et puis d'autres qui cherchent davantage leur voie, pour lequel le système scolaire ne semble pas spécifiquement correspondre, voire qui sont très en difficulté sur les savoirs fondamentaux. Donc l'idée, et nous l'avons abordé lors de la mise en place du Conseil académique des savoirs fondamentaux, est de voir comment on peut réorganiser notre école
pour constituer des groupes de besoins et avoir une réflexion par cycle afin d'atteindre collectivement les compétences attendues au niveau de chacun des cycles. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça. Nous avons des élèves de 3e. La 3e, c'est la fin du cycle 4. Donc il y a un certain nombre de compétences qui sont attendues en fin de cycle 4. Et on s'aperçoit que beaucoup d'élèves, c'est-à-dire 70% des élèves en fin de 3e, n'ont pas fait l'acquisition en langue française de toutes les compétences attendues en fin de cycle 3, c'est-à-dire en fin de 6e. Ah, donc ils sont en fin de 3e et ils ne maîtrisent pas ce qu'ils devraient connaître en fin de 6e, c'est ça l'idée? Exactement. Enfin, c'est pas l'idée, c'est le constat. Oui. Le constat qu'on a un certain nombre d'élèves, 70% sur la langue française, 92% sur les savoirs fondamentaux en mathématiques, ce qui veut dire que c'est énorme et ça pénalise beaucoup pour la suite, puisque une partie trouve leur voie, et c'est normal, puisqu'on a des très bons élèves, et je tiens à les saluer, qui peuvent facilement poursuivre dans le parcours lycée, en seconde, et sans avoir de problème de perspective, dans la mesure où des solutions sont possibles. Et puis une partie s'oriente vers la formation professionnelle. Et c'est ce que j'ai demandé au ministère, c'est un renforcement d'un soutien financier pour qu'on puisse accentuer le nombre de places dans les filières professionnelles, puisque paradoxalement, un certain nombre d'élèves donc de 3e sont réorientés vers la voie professionnelle, mais les plus en difficulté se retrouvent avec plus suffisamment de place dans la voie professionnelle et s'orientent vers la voie générale. Et donc là, on a une contradiction où on a vers la voie générale des très bons élèves et des élèves un petit peu moins bons qui sont susceptibles de décrocher faute de se mettre à niveau attendu. Mais certains syndicalistes que vous allez rencontrer d'ailleurs tout à l'heure, je ne sais pas si le terme dénoncer est le bon terme, mais en tout cas soulignent que ça manque à Mayotte de professeurs ou d'enseignants capables d'enseigner à des enfants qui ne parlent pas le français pour permettre à ceux qui le parlent de ne pas baisser le niveau dans les classes. Et du coup, les constats qu'il a pu faire le conduisent à poser une question. Est-ce qu'il faut continuer à scolariser tout le monde? Alors cette question, on ne peut pas se la poser comme ça, tout simplement parce que les valeurs de la République française, et je sais que Mayotte se revendique très attachée à ces valeurs-là, obligent notre nation à accueillir tous les élèves à l'école, tous les élèves en âge d'être scolarisés. Donc on ne peut pas se poser cette question de cette façon. La deuxième chose, sur les moyens en enseignant, je tiens à informer que nous sommes l'académie au niveau national qui a bénéficié du plus de nombre de personnels affectés à la rentrée prochaine. C'est-à-dire que nous avons 330 nouveaux enseignants premier degré et second degré pour la rentrée 2023-2024. La seconde académie qui bénéficie de postes supplémentaires, c'est la Guyane avec 60 postes supplémentaires. Donc vous voyez un petit peu le différence, gap. Ouais. Toutes les autres académies perdent des supports d'emploi. Donc il y a une solidarité nationale au bénéfice de Mayotte. Mais monsieur le recteur, on a des classes où il y a 33, 34 enfants, des classes dans la même salle, on divise avec deux classes dans une même salle, 2 enseignants qui ont du mal à pouvoir avoir les conditions pour travailler. En parallèle de ça, on a des collectivités qui n'ont pas les moyens d'entretenir plus d'établissements, plus d'écoles. Comment on fait? Est-ce qu'on n'est pas finalement au bout de quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas allé au bout de la logique là? Alors, je pense qu'on n'est pas allé au bout de la logique avec les enfants. Il ne faut pas le voir comme ça. Je crois que la jeunesse représente un atout pour un territoire, quelle qu'elle soit. Il convient de définir une priorité. L'acte éducatif doit être une priorité. Alors, les municipalités ont la responsabilité de l'accueil des élèves à l'école primaire. J'ai reçu l'ensemble des maires. Je comprends leur réticence à l'idée de construire des écoles nouvelles. Néanmoins, il y a un certain nombre d'appétences pour construire des stades avec des tribunes, des parkings, etc. C'est peut-être pas la première priorité d'avoir, je dirais, tous les atours d'un équipement sportif qui, lui, est bien souhaitable. Mais l'équipement sportif, il est nécessaire pour que les jeunes, après l'école, puissent faire du sport dans des conditions... C'est exactement ce que je dis. Occuper les enfants, c'est indispensable. L'équipement sportif est indispensable. Les tribunes, peut-être pas une priorité immédiate. Mais c'est pas là que je veux en venir.
c'est sur le souhait d'inviter les communes à construire ce que moi j'appelle les équipements pédagogiques polyvalents, dans la mesure où il y a une réticence à construire des écoles et que ce sont des infrastructures qui peuvent être coûteuses à la maintenance. Donc de réfléchir à des équipements beaucoup plus polyvalents, à la fois pour servir à la population au quotidien, éventuellement comme plateau sportif, mais aussi comme espace de restauration, parce qu'on a une problématique majeure à Mayotte sur la restauration scolaire, oui. Et puis sur la maintenance, comme vous l'évoquez. Donc moi, je souhaite qu'on puisse avoir des équipements qui permettent l'accueil et justement de pouvoir délester des espaces très modulaires où on pourrait délester sur des temps assez courts un certain nombre d'élèves, genre des salles un petit peu de permanence, où on puisse travailler autrement et en autonomie, grâce à l'aide de l'outil informatique, grâce au numérique. Et ensuite, vous évoquiez ces classes en alternance. Il faut savoir que pendant très longtemps, et dans certains pays, elles ont été louées. Donc on a un diagnostic qui est ce qu'il est, et je crois qu'il faut surtout qu'on retrouve une manière de travailler un petit peu différente entre collègues, plus de coopération que de côte à côte. Et ça, c'est un défi pour lequel nos équipes se sont engagées et j'espère qu'on réussira à le relever. Alors, autre question, le défi des étudiants étrangers, ils sont très nombreux dans les établissements scolaires à ne pas être français ou en tout cas à croire qu'ils vont pouvoir le devenir et puis arrive le jour fatidique où ils découvrent qu'ils ne remplissent pas les conditions pour l'être, donc ils ne sont ni français ni comoriens pour la plupart. Pourtant, ils ont leur vie à mener et c'est bien normal. Certains arrivent à obtenir des diplômes dans le système de l'éducation nationale. Mais une fois qu'ils ont le diplôme, s'ils n'ont pas de papier, ils n'auront jamais de travail. Alors, je sais bien que les données des papiers, c'est pas votre business, monsieur le recteur, j'en ai bien conscience, mais la souffrance de ces jeunes, elle est réelle et elle remonte jusqu'à vous puisqu'ils sont venus frapper à votre porte. Comment on fait quand on est recteur face à tout ça ? Alors, on continue à former et surtout, on s'interroge ou on s'inquiète sur la nécessité de maîtriser parfaitement la langue française, qui est la langue véhiculaire pour notre nation auquel Mayotte appartient. Concernant ces jeunes, je crois que c'est important de diffuser parfaitement l'information. Il y a un certain nombre de jeunes qui peuvent bénéficier de la nationalité française s'ils respectent un certain nombre de conditions, et la préfecture les signifie. Et puis il y en a d'autres qui doivent avoir une nationalité, et pourquoi pas prendre cette nationalité comorienne s'ils sont d'origine comorienne avec des parents comoriens, dans la mesure où cela leur faciliterait les choses pour obtenir un visa qui permet la mobilité. Donc je pense qu'il faut aussi rassurer ces jeunes et les informer de cette possibilité. Il n'y a pas de honte à naître comorien, même à Mayotte. Il est important d'avoir des papiers, et qui plus est, derrière d'obtenir pourquoi pas une double nationalité s'ils le demandent. Mais c'est important de pouvoir informer sur ces droits-là. D'autres éléments, c'est vrai que nous essayons d'accompagner les élèves les plus méritants pour faciliter un certain nombre de démarches administratives. Mais on a vraiment cette problématique d'information des jeunes, de sensibilisation. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ceux qui sont considérés en situation irrégulière et qui manifestent des troubles violents se pénalisent encore davantage. Je crois que tous les services de l'État sont mobilisés pour pouvoir proposer des solutions. Elles sont parfois longues, parfois complexes à expliquer, mais elles sont possibles. Alors, monsieur le recteur, pour les familles qui nous écoutent et qui vous ont entendu et qui ont envie d'avoir de l'information, l'élève, il fait comment? Il va voir son professeur principal, il va voir son proviseur. Comment on fait quand on est un jeune dans la situation qu'on a décrite pour connaître ce qu'il peut faire, en fait? Alors, la première chose, c'est l'assistante sociale. Dans chaque établissement, nous avons une assistante sociale qui explique... le point d'entrée, c'est l'assistante sociale. C'est l'assistante sociale des établissements scolaires. Je crois que c'est très, très important. Et après, c'est répondre aux critères attendus par la préfecture. Tout simplement, ce n'est plus de notre ressort. Mais il y a un certain nombre de conditions qui sont exigées. Et si elles ne sont pas obtenues pour obtenir la nationalité française, elles doivent l'être, en tout cas pour obtenir la nationalité comorienne, qui peut être facilitante pour eux.
Merci beaucoup, monsieur le recteur. C'est déjà la fin de ce temps de parole. J'avais encore plein de questions à vous poser. Vous reviendrez du coup? Alors, on n'a pas trop parlé d'éducation aux médias, mais on n'a pas eu le temps. Mais alors, écoutez, c'est pas grave, on coupera le journal. C'est vrai, vous avez raison. C'est la semaine de l'éducation, la semaine de la presse et de l'éducation aux médias. Ils y participent. On le voit aujourd'hui, depuis le début de la semaine, et ça va continuer toute la semaine. Quel est l'objectif pour le rectorat de Mayotte de participer à ce projet qui, je le rappelle, est un projet national? Bien sûr, mais alors déjà, merci d'accueillir ces jeunes. Je crois de leur montrer en direct ce que c'est qu'un plateau télé, concrètement une presse qui diffuse, ça c'est très important, et nous y sommes très sensibles puisque, vous le savez, un certain nombre d'effets sur Mayotte violents, d'ailleurs, sont le fruit d'une mauvaise communication par les réseaux sociaux où on véhicule des rumeurs qui amènent des fois des conséquences dramatiques, et on utilise parfois les supports médiatique à mauvais escient. Donc je crois que lutter contre la désinformation, être sensible aux nouveaux modes de communication et puis sensibiliser à la recherche d'informations vraies est quelque chose de déterminant dans l'éducation. Et donc je vous remercie, vous journalistes, de permettre ça. L'Académie a fait de nombreux efforts, à la fois en recrutant un délégué académique, à la fois en recrutant aussi un responsable du centre de documentation pédagogique et en participant avec les établissements à la mise en place d'un certain nombre de dispositifs d'éducation aux médias pour les jeunes. Et je crois que la mise en pratique, construction d'un journal, construction d'une radio, d'une télé, etc., est quelque chose qui fait sens pour ces jeunes qui peut-être demain voudront s'orienter vers l'école de journalisme. Et reviendront ici comme stagiaires. Il y a des parrainages qui sont dans certains endroits mis en place et c'est tout à l'honneur de ces étudiants. Vraiment, je suis impressionné aussi des jeunes que vous accueillez parce qu'ils montrent justement tout l'optimisme que l'on doit avoir pour Mayotte. C'est vraiment une île de contraste, même au niveau éducatif, avec, vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre de jeunes qui ont des difficultés avec la langue française, qui est un des savoirs fondamentaux de base, et puis d'autres qui sont extrêmement brillants avec des projets construits, et il faut aussi s'appuyer sur les réussites pour pouvoir les amplifier. Merci beaucoup en tout cas d'avoir permis ça, parce que sans votre autorisation, ça n'aurait pas été possible, donc merci beaucoup. Et à très vite. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.